Les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour après la victoire éclatante du Barça hier soir face à Osasuna. Forcément, on est encore à chaud. On a bien dormi, on s'est bien senti après ce qui s'est passé hier soir avec le contexte du match. Donc forcément, on est encore à chaud. Donc je voulais revenir sur un petit peu sur le match. Même si là, j'ai été un petit peu la clim. J'ai été frigorifié parce qu'on vient d'apprendre à l'instant que Sadio Mané serait forfait pour la Coupe du Monde. Je suis franchement dévasté, abattu. Hein. Je suis vraiment dégoûté, c'est un drame pour lui déjà, pour le Sénégal et évidemment pour le football. Je suis dévasté, ça me choque. Je suis vraiment dégoûté pour lui parce qu'il méritait pas ça. C'est quand même le deuxième du Ballon d'Or qui donc déclare forfait pour la Coupe du Monde. Pour un dernier match hier soir en Bundesliga qui servait pas à grand chose. Je suis dévasté. Vraiment énormément de force au peuple sénégalais. Parce que je sais qu'en plus, vous êtes les plus gros passionnés du football sur les réseaux sociaux. Vous commentez tout, vous êtes présents. Il y a une grosse communauté sénégalaise. Donc franchement, force à vous. Moi, les blessures, c'est quelque chose qui me... ça me fend le cœur. Et là, en plus, c'est Sadio Mané, c'est un personnage que tout le monde adore, tout le monde apprécie. Que ça lui arrive, lui, comme ça, là, à une semaine du début de la Coupe du Monde, ça me détruit. Clairement, hein, c'est encore de la faute de la FIFA. Pour moi, hein, c'est de la faute de la FIFA qui a placé une Coupe du Monde en pleine saison. Comment placer une Coupe du Monde en pleine saison avec des stades climatisés? Bon, ça c'est un autre débat. Avec évidemment une semaine de pause avant la compétition, même 10 jours seulement. Donc là, forcément, tous les organismes sont mis à rude épreuve, sachant qu'en plus, les calendriers ont été condensés, hyper condensés de septembre jusqu'à novembre avec des matchs tous les 3 jours, rappelez-vous, donc ça a été insupportable. Tout le temps, ça arrive, hein, les Coupes du Monde, les Euros, on a des forfaits juste avant, mais là, c'est trop. Pogba, Kanté, Lo Celso hier, et j'en passe, hein, plein de joueurs qui ont été forfaits. Mais là, pour moi, la Sadio Mané, c'est vraiment la goutte de trop. C'est peut-être l'un des 3 meilleurs joueurs de l'année dernière. Là, que ça arrive comme ça, à ce moment-là de la saison, c'est vraiment, ça me détruit, ça me fend le cœur. Je suis vraiment désolé pour tous les Sénégalais. Pour le football, c'est une perte. Et évidemment, pour lui, hein, le premier concerné, c'est lui, évidemment. Ses coéquipiers ensuite, sa famille. Vraiment, force à lui, vraiment, du fond du cœur. Hein. Sachant qu'en plus, hein, le Sénégal avait quand même des chances d'aller loin, en Coupe du Monde, de passer les poules. Ils avaient une poule accessible en plus. Je suis désolé pour vous, les frères. Mais bon, revenons sur des choses un peu plus joyeuses. Après ce qui s'est passé hier soir, vraiment, pour le dernier match avant la trêve, le Barça sera leader et tranquille pendant la trêve, pendant les fêtes, mais doit absolument gagner cette Liga-là. Après ce qui s'est passé hier, on doit aller au bout. C'est la saison pour aller au bout. Ça fait longtemps, hein, très longtemps que j'avais pas été aussi fier de l'équipe, du visage qu'elle a montré à l'Espagne et à l'Europe. On a fait un match de bonhomme, clairement. Les joueurs ne se sont absolument pas économisés au vu du mondial. 37 points sur 42 possibles engrangés. C'est énorme, hein. Meilleure attaque de Liga avec 33 buts marqués. Meilleure défense du championnat avec seulement 5 buts encaissés, dont 11 clean sheets sur 14 matchs joués. C'est énorme ça aussi. Le Pichichi en la personne de Robert Lewandowski et le meilleur passeur du championnat en la personne d'Ousmane Dembélé. On verra évidemment le match face à Cadiz du Real Madrid, mais là on a mis la pression et ce serait pas une surprise énorme si avec la pression, la dynamique, la Coupe du Monde, si le Real lâchait des points ou même s'il gagnait ce match-là, vivait un match compliqué à aller gagner, même à domicile où parfois le Real Madrid lâche des points. Donc avant de mettre le Barça de côté, de parler de l'Argentine entre autres, hein, et de nous plonger pour la Coupe du Monde, je voulais quand même revenir sur le match qu'on a vécu hier soir parce que vraiment on a eu encore très chaud, que le match était passionnant à suivre, des rebondissements, des faits de jeu, etc. Et surtout, dans l'attitude, le Barça, on va pas se mentir, a été irréprochable. Honnêtement, c'est le match où j'ai le plus vibré depuis le début de saison. Alors c'est pas le plus beau match en termes de qualité de jeu, certes, et pourtant tout le monde se sent léger, soulagé et satisfait et fier de l'équipe, hein, parce que voilà, le scénario du match, le contexte ont rendu ce match décisif. On finit la première partie de la saison par vraiment la cerise sur le gâteau, en tout cas en termes d'émotion, par un match que je pense juste quelques semaines plus tôt, ce match-là, tu ne le gagnes pas. Et d'ailleurs, Rafinha, après le match, l'a très bien dit, il en a parlé en interview en disant que pour gagner la Liga, le Barça doit absolument gagner ce genre de match-là. Parce que pour moi, hein, c'est aussi grâce à ce genre de match-là que le Barça va recommencer à faire peur
aux équipes de Liga, aux petites équipes du championnat. Que les adversaires sachent que en Liga, hein, ça va être dur contre Barcelone parce que ils ne vont rien lâcher pendant 90, 95, voire 100 minutes de jeu. Que le danger ne viendra pas forcément de Lewandowski, hein, parce que clairement il a été pichichi, il a marqué je crois plus de 40% des buts du Barça pour l'instant. Mais là, je pense que maintenant, avec ce genre de match-là, on envoie un message comme quoi il y a aussi du danger avec les ailiers, avec Pedri, avec le milieu de terrain, et ce même à 10 contre 11. Donc vraiment très beau message à envoyer à toute la Liga. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est vraiment qu'il se dégage une atmosphère, une complicité entre les joueurs, le coach, le staff et tout, vraiment qui est incroyable, qui est palpable et qui commence à se voir dans le groupe. Ça se voit de plus en plus. Hein. Ça se sent parce que on le voit à travers les buts, la communion entre les joueurs. On a vu Xavi qui était vraiment très content, forcément. Hein. On a vu les joueurs chanter, célébrer au retour des vestiaires avec Xavi qui était complètement fou, qui sautait de joie avec les joueurs. C'est une victoire petite, hein. C'est juste Osasuna. C'est pas comme si on avait gagné la Coupe d'Europe, mais ce genre de match-là, ça compte. Et je pense que les joueurs ont réalisé à quel point ce genre de match-là, pour finir un petit peu la première partie de la saison, c'était vraiment important. Donc ça va compter. La victoire et la joie des joueurs, elle est légitime. Ceux qui disent que oui, c'est un petit match, le Barça, ils sont là, ils sont là pour rien, ils connaissent pas le football, les frères. Là, même nous en district, quand on joue en district, on était content pour des victoires faciles, on se mettait en slip. Donc forcément, eux, les joueurs, ils sont très contents d'avoir gagné comme ça à l'extérieur, à 10 contre 11. Franchement, bravo les frères. 10 contre 12, pardon. 10 contre 12, j'aurais dû préciser parce que maintenant, ça y est. Hein. Moi, j'en parle jamais de l'arbitrage. Mais là, je vais le faire un petit peu pour vous montrer à quel point c'est une dinguerie ce qui se passe avec les arbitres. Je pense qu'en Liga, il y a 3 arbitres où vraiment, où on sait maintenant lesquels des 3 arbitres nous embêtent le plus quand tu es le Barça. Les arbitres qui ont systématiquement, qui rendent les rencontres plus difficiles à gagner pour le Barça. Il s'agit de Gil Manzano, clairement qui a arbitré hier, que tout le monde connaît maintenant, Mateu Laoz, qui est aussi le plus connu parce que lui, il arbitre des rencontres aussi pour l'UEFA et la FIFA, donc peut-être même qu'il sera aussi à la Coupe du Monde. Hein. Et pour finir aussi, Alejandro Hernandez, qui lui est peut-être pour moi personnellement l'arbitre qui me dérange le moins des 3, même si ça reste un arbitre qui sanctionne beaucoup trop vite et qui manque de pédagogie. C'est un mec qui sort des cartons jaunes et des cartons rouges très rapidement aussi. Avant, moi, je trouvais que Mateu Laoz était le pire arbitre espagnol. Mais maintenant que le temps passe avec du recul, je pense que Gil Manzano, honnêtement, ça fait plusieurs mois que je trouve que c'est un fléau, ce mec-là. Et pour toutes les équipes, toutes les équipes. J'en parlais en plus récemment en Ligue des Champions parce que j'avertissais des potes à moi qui sont pour le PSG de faire attention à ce mec-là parce qu'il avait arbitré le match PSG-Benfica, je crois, le retour. Et j'avais dit, faites gaffe à lui. Et j'en parlais aussi, le 1er octobre sur Twitter. C'était ce match Mallorca-Barça qu'il avait arbitré, où ça s'était beaucoup embrouillé entre les joueurs. Et je disais que c'était un arbitre qui avait cette faculté à faire en sorte que tous ces matchs qu'il arbitre s'enveniment. Où il y a de la tension, où ça finit par des embrouilles, des bagarres. Parce que ce mec-là n'a aucun contrôle du match et des rencontres, aucune pédagogie non plus, une agressivité entre les joueurs et il y a forcément des polémiques à chaque fois avec cet arbitre-là. Si le jeu devient pourri et haché, c'est à cause de ce monsieur-là. Vous voyez, il y a des arbitres qui savent faire en sorte de calmer un petit peu les ardeurs des joueurs pour que le match conserve une qualité et un jeu, que ce soit pas un jeu haché, mais lui, à chaque fois, c'est l'inverse. Clairement, il y a toujours plus d'agressivité dans ces matchs à lui que le jeu demande. Et ça, vous allez voir, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez remarquer tout seul, à chaque fois que ce mec arbitre, ça s'embrouille. Et ça, c'est pas un hasard. Ça s'embrouille entre les joueurs des deux équipes, évidemment. Ça s'embrouille aussi entre l'arbitre, forcément entre l'arbitre et les joueurs du Barça. Comme j'ai dit hier, terrible statistique de savoir que ce mec-là a arbitré 33 fois le FC Barcelone dans sa carrière et qu'il a sorti à 10 reprises un carton rouge. 10 reprises, 82 cartons jaunes. Pour résumer un petit peu la statistique, l'équipe évidemment qui l'a plus sanctionné avec des cartons rouges, c'est évidemment le Barça en Liga. Et je suis même tombé sur une statistique, un chiffre incroyable. C'est le comparatif des cartons rouges donnés par ce monsieur-là au Barça, au Real Madrid et à l'Atlético Madrid. Et là, c'est incroyable. Vraiment incroyable de voir que ce monsieur a donné, comme j'ai dit, 10 cartons rouges au Barça en 33 matchs,
5 cartons rouges donnés à l'Atlético Madrid en 30 matchs et 4 au Real Madrid en 42 matchs. Déjà, le fait qu'il arbitre 42 matchs, 10 matchs de plus arbitrés quand c'est des matchs du Real Madrid, pour moi, ça veut tout dire, clairement. Mais bon, passons pour Gilles Manzano et l'arbitrage. Avec du recul, je me dis qu'avec un petit peu de recul, je me dis que le genre de match comme ça, gagné dans la douleur, à 10, avec un arbitrage catastrophique, défavorable, dans la douleur, au mental, je pense que c'est typiquement le genre de match qui fait plus de bien que si on avait gagné 4-0 facilement. Parce que c'est typiquement le genre de match qui te font passer un cap mentalement, qui te font gagner en maturité et en expérience, clairement. Les jeunes joueurs comme Pedri, comme Frenkie de Jong, hier, ils ont pris en maturité. Ils ont pris en expérience. Pedri, il a vu hier qu'en prenant des risques pour frapper, il peut marquer, être décisif, changer le destin d'une rencontre, que l'équipe peut se reposer sur lui. Frenkie de Jong, il fait une passe décisive qui est magnifique hier soir. Clairement, lui aussi, il a vu qu'en prenant des risques, en tentant cette passe longue, alors qu'il joue en défense centrale à ce moment-là du match, eh ben, il va être décisif. Apporter des points au Barça et que l'équipe peut aussi se reposer sur lui. Alors, tout n'a pas été parfait. Busquets nous a confirmé qu'il était hors du coup et moi, j'en peux plus. Et je pense clairement qu'il nous faut absolument acheter un milieu de terrain au mercato d'hiver l'hiver prochain. Mais bon, on verra d'ici la Coupe du Monde comment les joueurs vont revenir de la Coupe du Monde, s'ils seront blessés ou pas, pour voir qui on peut acheter ou non. Du coup, il faudra aussi absolument acheter un latéral droit. C'est une priorité absolument. Et c'est bien parce que je trouve que le tirage au sort, d'être tombé sur United en Europa League, ça va un petit peu imposer à la direction de vraiment trouver un milieu de terrain, parce que Busquets, on n'en peut plus. Et peut-être qu'il partira, j'espère qu'il partira après la Coupe du Monde et non pas en juin prochain. Et puis aussi un latéral droit. J'ai adoré aussi l'entrée du joueur marocain, comment il s'appelle, Chadi Riyad, hier, qui est rentré. Ce joueur qui joue au Barça B, évidemment, qui a 19 ans en défense centrale. Il dégage une puissance physique et une intelligence aussi de jeu qui est franchement intéressante. On verra ça pour les prochains matchs. Là, comme Piqué a été exclu, maintenant, je pense qu'il aura peut-être du temps de jeu, même si le Barça veut aussi ramener un défenseur central, je pense, au mercato d'hiver. Tous les joueurs ont pris confiance, je pense, hier après Lewandowski. Mais bon, globalement, on a fait le travail. Et en plus, maintenant, on peut espérer avoir les retours de blessures maintenant, que ce soit Araujo, Koundé, pour le mois de janvier prochain. Ça fera une grosse différence, j'espère. Et là, maintenant, avec 5 points d'avance, voire 2 minimum, on verra évidemment jeudi, on peut déjà commencer à capitaliser tout ça, la confiance, et surtout viser la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu en janvier, qui sera un objectif majeur pour la confiance et la suite de la saison. Donc voilà les frères. En tout cas, vraiment très content. Pour clore un petit peu la page Barça avant la Coupe du Monde, vraiment, on a vécu des belles émotions. Moi, je continue à avoir confiance en Xavi, même si Busquets, ça commence à être de plus en plus visible, que là, il y a un problème qui conditionne l'avenir du Barça. C'est le seul problème que j'ai avec Xavi, mais c'est un gros problème. Mais sinon, j'ai confiance et maintenant, on va voir la Coupe du Monde. On a quand même fait le meilleur début de saison de Liga depuis 10 ans, je crois, presque 10 ans, je crois, 2013. Donc, c'est pas négligeable non plus. Donc maintenant, on va essayer de continuer. Je crois que Lewandowski sera suspendu, c'est possible aussi. On verra, peut-être qu'il va manger 3-4 matchs. Ça, malheureusement, est manqué en plus le choc face au Colchonero de l'Atlético Madrid. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on savoure et puis on se repose un petit peu. Et puis une grosse pensée, évidemment, pour Sadio Mané, encore une fois. Donc voilà les frères. Rendez-vous demain pour parler de la Coupe du Monde, l'Argentine, les Messi, tout ce qui va avec, en espérant qu'il n'y ait plus de blessés, s'il vous plaît, Seigneur, plus de blessés, parce qu'on veut une belle Coupe du Monde quand même. Donc voilà. Allez les frères, bonne journée à tous et merci pour le soutien, pour tout ce qui va avec. Et puis on continue à parler de football sur Instagram, si vous voulez, sur Facebook et sur YouTube. Bonne journée à tous les frères.